Non mais t'es sûre de toi? Tu veux pas m'écouter? T'es sûre? Parce que ce soir, quand papa il va rentrer, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, maman, s'il te plaît, lui dis rien, je t'en supplie. Trop tard. Bienvenue sur Parentalité ancestrale, sagesse de toujours pour parents d'aujourd'hui. Dans l'épisode du jour, nous parlerons de paternité. Comment être un papa en 2021 et comment accompagner son enfant avec conscience. Et pour explorer ce sujet, j'ai le grand plaisir d'inviter un papa hyper inspirant, Cédric Rostein. Dans l'émission, il y a 3 grands moments. Le premier moment, c'est le moment vérité. En fait, il s'agit de répondre à une question. Et les questions sont basées sur les couleurs. Parce que dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a un sens. Et donc, tu as le choix entre la couleur jaune qui signifie donc, les valeurs, la couleur noire qui est plutôt l'expérience et la couleur verte qui est le lien. Qu'est-ce que tu choisis entre ces 3 couleurs? Je veux dire le vert. Le vert, c'est le lien. Alors, la question va être, quel est le regard, quel est le lien, donc la relation que tu entretiens avec ta fille, parce que tu sais que tu as une fille. Mhm. Donc, Alors, la relation que j'entretiens avec ma fille, elle est fortement basée sur la connaissance du fonctionnement du lien d'attachement. Dans un premier temps, parce qu'il y a d'autres aspects, mais le premier aspect, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire vraiment de se dire, moi, j'essaye de travailler au maximum pour que ma fille ait un lien d'attachement sécure avec moi, qu'elle puisse comprendre qu'avec moi, elle peut être en sécurité, que ce soit physique, émotionnelle, affective. Et pour ça, ben, je mets quelques petites choses en place, notamment l'absence autant que possible de VO, de violence dite éducative ordinaire, mais aussi un respect de son consentement, et aussi bien sûr le fait de se renseigner tout simplement déjà aussi pour comprendre ce qui se passe, que moi ma fille elle est petite, elle a 2 ans et demi, et de comprendre que voilà quand il y a une émotion qui arrive et que à cet âge-là c'est pas contrôlable par l'enfant, et comprendre ça, comprendre que non elle est pas en train de m'en vouloir, elle est pas en train de s'en prendre à moi. Souvent c'est un petit peu ce qui nous revient en tête, alors que ça n'est qu'une résurgence de l'enfance que nous avons vécue, mais je vais pas aller trop loin sur ce sujet-là. Ça, c'est vraiment le premier point sur le lien. Et l'autre lien que je tisse avec elle, et ça, c'est issu de mon expérience d'accompagnement de l'humain. Parce que j'ai derrière moi 15 ans de management, comme on dit, mais c'est un mot qui est un petit peu pollué, donc je fais attention quand j'utilise. Donc j'ai 15 ans d'expérience d'accompagnement de l'humain avec un master. Et tout ça, en fait, c'est très intéressant de le mettre à profit dans l'éducation, en tout cas dans l'accompagnement de l'enfant. Parce que c'est ce qui permet de comprendre que, par exemple, un de mes objectifs avec ma fille, c'est qu'elle garde une grande conscience d'elle-même, de ses besoins d'elle-même. Parce que de ce que j'ai pu voir, que ce soit en entreprise ou à l'école, ou même dans certains milieux associatifs, l'éducation traditionnelle, entre guillemets, fait disparaître la conscience de soi. Et il y a un très très beau film là-dessus qui s'appelle Detachment, euh, que je vous invite à voir. Il y a un extrait en IGTV sur mon compte Instagram. Voilà, je vous invite juste à regarder ça si vous voulez allumer quelques lumières là-haut. je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour les personnes qui souhaitent le voir. C'est excellent en fait. Oui. Merci pour ce que tu partages. Alors, tu me donnes envie en fait de demander de te présenter un petit peu parce que justement, tu as plusieurs. Moi, je t'ai découvert sur Internet, hein, par ton compte Instagram, et j'ai vraiment Ouais. été émerveillée, c'est vraiment le mot, parce que tu partages. Donc, présente-toi un petit peu et dis-nous qui tu es et comment on peut te contacter. Alors déjà, merci, parce que c'est pas anodin de recevoir des mots comme ça aussi forts, donc ça me touche beaucoup. Donc moi, je m'appelle Cédric Rostin, et donc j'ai 37 ans et demi. Et je suis le papa de Sarah qui a 2 ans et demi.
Et, et j'ai créé le podcast Papatriarcat il y a bientôt un an, puisque le premier épisode était sorti le 9 mars 2020. Et pour ça, j'ai rajouté un compte Instagram pour essayer d'apporter de la visibilité. Puis finalement, ce podcast enfin, il fait son petit bonhomme de chemin avec des invités, puisque j'avais pas prévu de faire un invité au début, et puis finalement, maintenant, j'en ai tout le temps. Et, euh, et aussi un compte Instagram sur lequel j'ai pu faire quelques posts, sur lequel je peux prendre certaines positions. Je me cache pas que c'est un compte qui est militant et engagé. Il y a une ligne politique derrière, c'est totalement assumé. Et qui permet aussi de travailler sur des sujets de parentalité, mais dans une optique au maximum de travailler aussi sur la prise de conscience pour avancer vers une abolition du patriarcat. Et ça, je dois aussi ça à mes chers amis de la CHAP, la coopération d'hommes pour l'abolition du patriarcat. Je salue Didier Charuel, son fondateur. La CHAP, c'est un endroit où qu'on voit pas beaucoup parce que c'est vraiment un tout petit groupe. Par contre, ce sont des gens qui sont à un niveau de déconstruction qui est dingue, qui est vraiment, enfin, qui est dingue, qui est super intéressant en tout cas. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je me pose une question, souvent, bah, je peux aller lire les échanges de mails ou les textes qui sont écrits par les gens qui en font partie, et c'est très intéressant. Et est-ce que les partages justement de la chape sont visibles en ligne? Alors, il y a une newsletter qui existe. Il suffit d'aller sur faire une recherche Internet et d'aller voir sur le groupe Facebook, il me semble, sur la page Facebook. Et on peut s'inscrire à la newsletter. C'est Didier qui gère ça. Et en effet, dans la newsletter, il y a différentes choses qui sont très intéressantes. Il y a aussi des hommes qui mettent au travers de mots, enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être des mots, des images, mais il y a aussi des témoignages un petit peu de sensibilité masculine. Et c'est intéressant de voir ça. Et voilà, il y a vraiment une ouverture sur autre chose, quoi, sur autre chose. Merci Cédric. Est-ce que tu pourrais nous dire avec tes mots, qu'est-ce que le patriarcat? Alors pour moi, le patriarcat, c'est un système de domination d'une partie de la population dite masculine sur une autre partie de la population dite féminine. Ça veut tout dire en fait. Mais, Moi, ce mais qui est terrible, c'est que ça, en fait, ça a des répercussions dans toutes les dimensions de la vie finalement. Et alors, voilà. ce qui est, c'est ça, c'est pour ça que le mot système me semble important parce que c'est pas souvent les gens ont tendance à dire, tu vois, si je prends l'exemple du mot macho par exemple. Ce mec, il est macho, ça, ce qu'on pourrait dire, c'est adoucir le patriarcat. En mettant un mot qui est toléré, voilà. Non, non. Tout ça, en fait, le terme macho, tout ça, ça fait partie d'un système. Et le mot système, pour moi, est très, très, très important parce qu'on n'est pas sur des cas isolés. On est sur un élément global, systémique, qui concerne enfin, on va dire la totalité des sociétés actuelles. Euh, et, et on a vraiment ce système de domination. Bien sûr, quand on regarde l'histoire de tout ça, on peut comprendre comment ça s'est créé. Et justement, c'est vertigineux, en fait. C'est vertigineux de se rendre compte comment ça s'est, de quand ça date et d'à quel point ça s'insinue partout. Le système patriarcal, qui pour moi a créé d'autres systèmes comme le capitalisme et le système de violence éducative, euh, le système patriarcal a cette incroyable capacité d'être tellement ancré dans la culture et la société qu'il peut absorber plein de choses. Absolument. Et moi, en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer un peuple premier, donc petit peuple premier, une tribu donc, qui voyage dans toute l'Afrique, dans 15 pays d'Afrique. Et donc, c'était un petit groupe de personnes avec qui j'ai pu vivre pendant 3 semaines et j'ai pu voir justement à quel point ils ne sont pas contaminés justement par le patriarcat. C'est ce qui m'a intéressée chez eux et qui a fait justement que je suis arrivée à créer Parentalité ancestrale parce qu'il y avait une manière d'être en lien avec l'autre sans ce système de domination, quelque chose d'assez ouvert. Et ces peuples ont été persécutés pendant toutes ces années et les groupes sont de plus en plus restreints. Et je pense qu'ils sont condamnés malheureusement à disparaître si on ne fait rien. Donc, je fais partie des personnes
qui militent pour qu'ils puissent rester avec leur philosophie de vie qui est intéressante. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même à préserver selon ce que j'ai pu voir en vivant avec eux. Ben, disons qu'il moi, il y a quelque chose que j'ai compris grâce à Ingrid Baillot, qui est une femme incroyable, qui est dans la saison 1 du podcast et qui sera dans la saison 2. Surtout, elle m'a appris à réfléchir en termes d'espèces. Et je trouve ça, tu vois, tu parles de peuple premier, de parentalité ancestrale. En fait, le truc, c'est que maintenant, on sait que sur l'espèce qui a 300 000 ans, le système patriarcal serait né avec la sédentarisation il y a à peu près 5000 ans, et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, on est aujourd'hui dans une espèce d'incroyable prétention, très masculine, hein, cela dit, d'un espèce de savoir parfait et absolu et scientifique. Et même si je défends les sciences, hein, la question n'est pas là, mais je pense que comprendre la science avec les éléments d'aujourd'hui et prendre en compte tous les éléments d'évolution de notre espèce qui s'est quand même passé de tout un tas d'éléments modernes pendant 295 000 ans. C'est assez incroyable. Je pense que voilà, il faut faire preuve d'humilité et se dire qu'on peut mettre ça à profit, sachant qu'à cette époque-là, notamment à l'époque néolithique, on est quand même sur un fonctionnement tribal, un fonctionnement en groupe, et pour le coup, en fait, on ne se pose pas les questions, tu vois, d'isolement au postpartum, tout ça, parce qu'on n'était jamais seul. Oui, tout à fait. Et on se rend compte aussi que alors qu'on présente les hommes comme les grands chasseurs devant l'Éternel et qui allaient chasser tous les jours, non, maintenant on sait que c'est faux, parce que la chasse représentait une partie extrêmement minime de l'alimentation. En effet, par contre, on ne peut que constater la réalité du fait que les hommes n'ayant pas la charge d'allaitement premier, mais on sait aussi que les hommes portaient, pour info, hein, même à cette époque-là. Énormément. Justement, chez ce peuple premier, ce sont les hommes qui portent les enfants tout le temps. Et voilà, exactement. Et l'important, c'est le lien, c'est le contact. Et ça, on le sait. Et ça, ils n'ont pas eu besoin d'avoir des IRM ou des neurosciences pour le savoir. C'est l'espèce qui parle. Et, et en fait, voilà. Et en fait, ça serait plutôt essayer de se dire, OK, maintenant, on n'est plus dans la configuration où il faut sortir parce qu'il y a potentiellement un envahisseur qui va être là. Non, non, on est dans une configuration différente. On est dans un certain système différent, même si c'est sur 500 endroits de la planète, c'est quand même plus compliqué, mais on est dans un système différent et on doit pouvoir évoluer, quoi. Nous arrivons au deuxième moment de cette émission qui est la vision de l'invité. En fait, on a déjà commencé à l'aborder. Mm-hmm. Alors, ici, c'est être papa en 2021. Par quoi on commence? Comment est-ce qu'on ose la conscience? Comment est-ce qu'on ose la parentalité éclairée? Alors, je pense que maintenant, tu vois, avec un peu d'expérience de papatriarcat et énormément d'échanges qui m'ont beaucoup apporté, je pense que la première question à se poser, c'est avant d'être papa. Et que ce soit pour les femmes, que pour les hommes comme les femmes, c'est pourquoi est-ce que je veux un enfant? Ça, je pense que c'est une question qui est vraiment essentielle parce que, non mais, tu vois, parce que on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Je dis pas que, attention, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'enfant. C'est juste que c'est un moteur aussi de savoir pourquoi on fait un enfant. Et de se poser la question, c'est vraiment quelque chose qui amène. Et on entend aussi beaucoup aujourd'hui des hommes dire « je lui ai fait un enfant ». Oui, merci. Tu vois, non, mais tu vois, et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire, voilà, moi, je lui fais un cadeau, je lui fais le don de ma semence et voilà, et maintenant, elle se débrouille avec son cadeau. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Ça ne marche pas comme ça. On réfléchit à pourquoi on veut un enfant. Et ensuite, avant la conception, on réfléchit à comment ça va se passer. Là-dessus, l'État pourrait prendre sa part d'accompagnement parce qu'il y a des gens très, très compétents, des professionnels formés très compétents sur ces sujets-là. Donc voilà, déjà, ça commence par la réflexion. Pourquoi on veut un enfant? C'est vraiment une question. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Donc, si on n'a pas eu la possibilité de se poser cette question avant, il devrait y avoir dans cette fameuse période qu'on appelle accompagnement à la naissance, hein, il y en a dans tous les hôpitaux, on va voir le gynécologue, la sage-femme, etc. Mais il devrait y avoir des espaces où on pourrait se poser la question. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on apporte à cet enfant? Mais tout à fait. Ben, c'est surtout qu'en plus, dans le parcours d'accompagnement à la naissance prévu par la Sécu et par le système,
y en a d'autres qui peuvent être disponibles. Justement, il n'y a pas d'espace, sauf si on tombe chez une sage-femme, c'est dur à dire. Indépendante qui va être. Nous, on a eu la chance d'avoir Isabelle Desputier, qui est une sage-femme incroyable, et justement qui m'a impliqué. Mais sinon, si on reste dans le système à la maternité, par exemple, on va nous parler de médicalisation, mais on ne va jamais nous parler de comment ça se passe, de comment est-ce qu'on va se sentir après. On va nous parler de médicalisation et de maîtrise du risque. Exactement. Juste, tu me donnes envie de partager ce point que moi, je défends aussi. Je te dis, on a beaucoup de valeurs communes. C'est que pendant des millénaires, les femmes ont accouché, hein, elles ont mis au monde leur enfant. Et puis, à un moment donné, donc, on voit ce spectre, hein, je dis c'est l'archétype de l'homme blanc de 40 ans qui a décidé que voilà, pour accoucher, on se met sur le dos et on se laisse accoucher. Et c'est hyper violent en fait, et ça fait partie du patriarcat encore une fois. Et voilà quoi. Et donc, c'est cette impuissance de la femme donc, qui, par rapport à son corps et à ce qui se passe en elle, et aussi la distanciation qu'on met donc, par rapport au père de cet enfant. Puisque jusqu'à récemment, les hommes n'avaient même pas accès à la salle d'accouchement, quoi. Donc, oui. voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. Enfin, moi, je peux que te rejoindre. Alors, c'est pareil, ça se passe sur plusieurs siècles, donc c'est compliqué de faire quelque chose de simple, mais la prise de pouvoir de l'homme sur l'accouchement et sur la puissance féminine, ce que moi je vais appeler la puissance féminine, c'est justement quelque chose qui s'est fait sur plusieurs siècles et qui est pour moi peut-être le pire point d'orgue du patriarcat, parce que on va pas spéculer sur les motivations psychologiques qui ont amené ça, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a une prise de pouvoir, puisque quelque chose qui se passait très bien entre femmes, tout à coup, les hommes, les médecins, viennent prendre la main dessus. Alors, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même eu des points importants, notamment en termes de taux de mortalité et pour la santé de la mère et de l'enfant qui ont amené des vrais progrès. Ça, c'est intéressant. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup le métier de doula qui se développe, justement parce que les femmes sont en recherche d'autres choses. Je ne parle pas au nom des femmes, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Justement, avec les conditions d'hygiène d'aujourd'hui, moi, c'est tout le sens de mon travail qui est, on se base sur les connaissances anthropologiques de notre espèce et on utilise en conscience ce que la modernité nous offre. Donc, c'est ça. C'est l'alliance des deux. Puisqu'on a les conditions d'hygiène et on a des hôpitaux pas loin, on peut justement aujourd'hui, plus que jamais, accoucher aussi naturellement que possible en sachant qu'on a la chance d'avoir accès à un hôpital ou à tous les soins possibles quand on en a besoin. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc, après, je ne suis pas mieux placé pour parler d'accouchement, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est en effet qu'il y a eu cette prise de main, alors pour différentes raisons, mais au cours de l'histoire, il y a eu cette prise de pouvoir de l'homme sur l'accouchement. Et pour revenir à ta question première, justement, c'est comment est-ce que moi, le père, je peux m'investir? Ben déjà, c'est de comprendre ce qui va se passer. Moi, je sais que dans le parcours que j'ai eu avec Isabelle Desputier, ça a été super intéressant de comprendre ce qui se passait dans le corps de ma femme, de comprendre comment elle pouvait prendre la main sur ce qui se passait, le vivre et avoir ce pouvoir de maîtriser ce qui se passe dans une certaine mesure, et ensuite comment est-ce que moi je pouvais l'accompagner. Et là, ça devient intéressant parce que on comprend, on se met aussi dans une posture où on accompagne, on prend pas, et c'est ça qui est intéressant quand on a un homme blanc, cisgenre, hétéro, tu vois ma tête, hein, c'est que tout à coup on nous dit c'est pas toi le sujet. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc ça permet d'être dans l'humilité, et mine de rien, ça prépare aussi à la parentalité. Parce que la parentalité, tout à coup, c'est plus toi le sujet, quoi. T'avais beau être le fils à ta maman autant que tu veux, même à 40 ans, ton gamin né, ta chère et tendre maman, elle va surtout s'occuper de ton enfant à toi. Enfin, elle va se focaliser dessus. Et donc, il faut que tu apprennes à prendre cette place de deuxième plan que malheureusement, les femmes connaissent depuis leur naissance, a priori. Et après, on peut croiser encore. Tu vois, ma femme, c'est une femme racisée. Quand elle me raconte les prises de distance qu'elle a dû faire depuis qu'elle est petite, que ce soit de par son sexe ou de par sa couleur de peau, moi je trouve ça hallucinant maintenant, si tu veux.
et vertigineux. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, et ça, je pense qu'il y a un sujet qu'il faut vraiment évoquer, c'est le sujet de la charge mentale. Parce que peu importe la situation de votre foyer au moment où le bébé arrive, il y a une charge mentale de dingue qui arrive avec. Énorme. C'est une Et réalité que exactement. voilà, certains hommes nient quand même parce Et qu'on a c'est ça. l'impression que c'est des vacances, s'occuper d'un enfant. Et puis c'est facile. C'est ça, des vacances, tiens. Enfin voilà. Et donc, il faut. Enfin, il faut. J'aime pas trop être injonctif comme ça, mais je pense que c'est nécessaire de parler justement de la charge et de comprendre qu'est-ce qui joue dans le foyer. Parce que, je vais prendre un exemple extrêmement caricatural, mais la mère, elle vient d'accoucher, elle est fracassée. Euh, Imaginons qu'elle allaite. Elle est très sollicitée à la demande par l'enfant. Enfin, c'est pas à elle d'aller laver le linge, d'aller faire le ménage, d'aller faire la bouffe. Elle est focus sur autre chose. Et, et c'est justement là aussi où c'est intéressant d'en parler avant, et de s'intéresser à ces questions un petit peu avant la conception. C'est de se dire, on part d'où, quoi. Et là, parce que je vais pas cracher non plus sur les mecs, et je vais pas non, enfin, je vais juste faire un état des lieux sans dire c'est bien, c'est pas bien, mais le mec qui, avant l'enfant, ne faisait pas la bouffe, ne faisait pas le ménage, ne faisait rien, tout à coup, sa femme n'est pas disponible parce qu'elle est avec le bébé et il doit s'occuper de tout, oui, il doit le faire, mais oui, il va pas comprendre. Non, ils Pourquoi? ne comprennent pas. Ils Il- se sont Voilà, tellement isolés, mis à l'écart. c'est Ils ça. ressentent parfois, moi j'ai beaucoup de témoignages de papas qui ressentent de la jalousie envers ce bébé qui leur Bien sûr. prend leur femme. Et en plus, il faut qu'ils s'occupent de choses dont ils ne s'occupaient pas. Donc ça fait énorme. Pour moi aussi, là, ce que tu évoques, il y a un accompagnement à faire par rapport aux hommes. Et ça part aussi de ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait après bébé? Quelle est la réalité en fait? Quelque chose qui n'est pas évoqué. Alors, pour le coup, il y a différentes réponses parce qu'il y a plein de configurations possibles. Il y a allaitement, pas allaitement, cododo, pas cododo, biberon, pas biberon. Enfin, voilà. Il y a tellement de configurations possibles que j'ai pas de réponse type. La seule chose que je peux dire au mec tout de suite, c'est comprenez une chose, c'est que ce dont on est en train de parler, c'est pas aider votre femme, c'est juste prendre vos responsabilités de père. Merci. C'est juste ça. Non, mais tu vois, Tu peux répéter parce que c'est- c'est vrai. tu vois, on va rebondir sur l'actualité, sur un autre sujet. Tu vois, par exemple, il y a un article dans Le Monde qui encense des hommes qui font le ménage. Et donc, il y a une critique féministe sur le sujet, que je rejoins totalement. Et on dit, ouais, mais rendez-vous compte, ces pauvres mecs, ils font des efforts, nanana, et on les critique. Non, non, mais stop, rendez-vous compte d'une chose, c'est que les femmes font ça depuis la nuit des temps, sans être payées. Sans être payées, c'est du travail gratuit. Ni Et valoriser. ni valorisé. En plus, soit dit en passant, les tutos de ces mecs, les tutos ménage de ces mecs existent déjà, mais comme ce sont des femmes qui les font, visiblement, ça a moins de valeur. Et surtout, comment dire, voilà, la femme le fait depuis le début. Donc, pour le coup, la parentalité, c'est la même chose. N'attendez pas pourquoi est-ce que ça serait naturellement la femme qui devrait s'occuper de ci, de ça? Et surtout, encore une fois, et c'est pour ça que je reviens sur le lien, c'est que là, c'est un vrai conseil de papa, et elle explique justement aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même un père qui veut s'investir n'est pas aidé par le système. Tout à fait. C'est quand même un élément à prendre en compte. Faut pas s'arrêter là, les gars. Faut justement mener ce combat-là. Mais c'est un élément à prendre en compte quand même. J'ai envie d'aborder avec toi un petit peu ta vision de l'autorité paternelle. Parce que, alors, c'est vraiment un sujet très intéressant pour moi parce qu'il y a à la fois les attentes inconscientes de la maman vis-à-vis de ça. Hein, c'est, voilà, le papa, il fait preuve d'autorité. Et puis, il y a la vision de l'homme. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? C'est très intéressant que tu m'abordes là-dessus, puisque moi, c'est une vraie question que je me suis posée quand j'ai découvert les violences dites éducatives ordinaires et le fait que j'étais sûr que je voulais pas, je voulais pas les faire. Et je me suis vraiment retrouvé un peu perdu à un moment parce que je me suis dit, mais si, vu que pour moi, être père, c'était être l'autorité et se faire respecter, voire être la violence, tu sais, genre la vision un peu sacrificielle Manifester, du père. voilà. Non, mais tu vois, même dans un truc un peu romancé, tu vois, genre le père qui dit, j'aime ma fille, mais il faut quand même que je sois violent pour lui apprendre les choses. Je prends sur moi même si je souffre. Non, ça, c'est de la connerie. Mais cela dit, dans cette vision-là, qu'est-ce que je suis si je ne suis pas l'autorité en tant que père?
Exactement. Voilà. Et cette question-là, elle vient ramener justement le fait que ben, l'amour, c'est un sentiment qu'on ne connaît pas ou peu hein, quand on est un mec élevé de manière très traditionnelle. Parce que pour nous, l'amour, on en a déjà une vision d'amour romantique. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui parlent d'autre chose que d'amour romantique, voire et d'amour romantique dans le but d'avoir des rapports sexuels, souvent. Très souvent. Hein. Mais par exemple, si tu veux, moi, je sais que il y a quelques années, j'étais capable déjà de dire que je pouvais de la tendresse pour des amis masculins. Pourtant, enfin, moi, si tu veux, je suis hétéro 100% pur jus, mais ça m'empêche pas d'avoir de la tendresse pour des amis hommes, enfin là, quand ils vont pas bien, on se câline, ou quand on est content de se voir, on se fait un câlin. C'est pas un problème pour nous. Euh, mais je me suis aperçu que, par contre, en effet, c'était quelque chose qui au global, était très problématique. Et le fait de considérer l'amour, c'est quelque chose déjà qui peut poser, en tout cas, une problématique à un mec de base, on va dire. Et ensuite, il y a le fait qu'on va devoir entrer dans une sphère qu'on ne connaît pas, qui est la sphère du care, du fait de prendre soin de l'autre et de faire appel à l'empathie. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont structurellement et de manière systémique par le patriarcat attribués aux femmes. Donc là, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer le fait qu'on se rende compte que, on ne sait pas faire, qu'on n'a pas les compétences, tout simplement. Donc là, il peut y avoir des égos, des manques d'humilité qui peuvent rentrer en jeu. Il peut y avoir aussi le fait qu'on va se dire que si on fait un travail de femme, entre guillemets, d'énormes guillemets, on va perdre en virilité, en masculinité. Alors, pour rassurer ces messieurs, il y a des statistiques qui existent indiquant que les pères, en tout cas les hommes qui s'investissent dans les travaux domestiques et familiaux ont plus de rapports sexuels dans le couple que ceux qui ne le font pas. Oui. Voilà. Donc, en gros, mets-toi au boulot et tu auras. Enfin, je dis pas que c'est un dû, hein, je dis pas que c'est un dû du tout. Non, mais C'est une vraie étude sociologique qui existe. Hein. Donc, ça n'entraîne pas non plus une injonction à devoir avoir des rapports si on n'a pas envie, mais voilà, c'est quand même intéressant de se rendre compte que ça amène aussi une certaine harmonie dans le couple. Euh, voilà. Ensuite, Quand on équilibre la charge mentale, évidemment que la femme, elle est plus disponible et disposée pour... et tout à fait. c'est logique, en fait. Mais oui, c'est tout à fait logique. Oui. Et on a l'esprit plus libre pour faire d'autres choses qui nous font plaisir. Et après, il y a aussi le concept même d'autorité. Tu vois ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'est-ce que l'autorité? Est-ce qu'on doit faire preuve d'autorité ou est-ce qu'on doit être autoritaire? Ce sont vraiment deux éléments différents pour moi. Et ça, je suis ravi d'avoir eu mon parcours professionnel pour comprendre cette différence. C'est ça le truc. C'est est-ce que je dois potentiellement faire preuve d'autorité qui ne consiste pas forcément en des cris, des coups ou des insultes ou des humiliations. Juste faire preuve d'autorité avec une posture, avec une attitude, faire comprendre que là, ce n'est pas possible. Aussi, donner du sens. C'est ça l'autorité, c'est donner du sens. C'est avoir du respect. Avoir du respect pour la personne qu'on a en face de nous pour qu'on puisse avoir du respect en retour sur notre parole et sur notre posture. Et être autoritaire, c'est justement le contraire. C'est ce qu'on vit beaucoup aussi dans notre politique actuelle et que d'autres pays vivent de manière encore plus intense. Voilà, c'est ton avis, on s'en fout. Tu te tais, tu obéis, tu réfléchis pas. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que ça renvoie aussi à une réflexion plus large. Moi, je sais qu'il y a des papas que j'ai accompagnés et qui m'ont dit, mais je supporte plus mon boulot en fait depuis que je suis père et que j'ai réfléchi à ça. Parce qu'ils se rendent compte que leur boss, leur manager, c'est pour ça que je dis que le mot est très pollué, parce que malheureusement, dans le management, on trouve aussi des gens qui sont pas très compétents sur l'humain, ne fait que, voilà, il fait preuve, il est autoritaire. Ce n'est pas une figure d'autorité, il est autoritaire. Et ce sont des choses différentes. Voilà. Donc, c'est toujours quel sens on met derrière le mot autorité. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une autorité paternelle? Il y a une autorité parentale qui s'exerce. Moi, ma fille, je te donne un exemple tout bête, hein, ma fille, quand elle marche sur la route alors que c'est potentiellement dangereux et qu'il y a un trottoir, euh, des fois, oui, je fais preuve d'autorité en lui expliquant pourquoi et en lui indiquant que non, ça n'est pas possible d'aller sur la route. Pour autant, je ne lui crie pas dessus, je ne l'insulte pas, je ne l'humilie pas, je lui donne du sens, je me mets à sa hauteur, je l'explique.
Et voilà, c'est tout. Enfin, mais après, c'est aussi une question de posture et d'attitude. C'est une question de posture et d'attitude. Absolument. Moi, j'aime beaucoup parler de bienveillance sans complaisance parce que très souvent, moi, j'ai des parents que j'accompagne qui disent oui, mais c'est parce que justement, elle ne m'écoute pas, elle saute sur la route, elle fait ci, elle fait ça. Et alors, pour lui faire comprendre, ben, je crie. C'est sa faute. Ben non. Merci de dire qu'on peut expliquer à un enfant qui se met en danger, on peut lui dire non, on peut faire preuve d'autorité sans être autoritaire. Exactement. Absolument. Et ben, merci pour tous ces partages. Je pense qu'il y a plein de pistes, en tout cas, pour s'il y a des papas qui nous écoutent. Moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu d'un mot que tu as utilisé qui a qui a allumé une lumière dans ma tête. C'est le switch. Donc, c'est ta question, quel est l'enjeu? Tu vois? Ça Oui. m'a, en t'écoutant, je me suis dit, dans ton podcast, je mettrai le lien de ton podcast aussi ici. Là, c'est très, très important d'écouter le podcast de Cédric, qui est vraiment, vraiment passionnant. Il y a plein de sujets et d'éclairages qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Qu'est-ce que... J'ai compris que c'est ton cheminement à toi qui t'a amené à cette question. Quel est l'enjeu? Est-ce que Ouais. tu pourrais peut-être nous partager comment est-ce que cette question t'est venue? Alors, en fait, ça m'est venu parce que, encore une fois, c'est le parcours professionnel. J'explique. Je raconte un peu ma vie. Donc, moi, j'étais donc, j'accompagnais l'humain, mais donc dans un rôle de management. Donc, j'avais aussi un rôle euh, comment dire, de gestion d'une unité commerciale. Et dans mon parcours pro, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Muriel Vigiasi, que je remercie beaucoup, euh, qui m'a appris énormément là-dessus. Et justement, ça, c'est une question qu'elle me posait souvent au travail. Non, mais par rapport à l'objectif qu'on s'est donné, quelle importance ça a? Et ensuite, dans les constructions, moi, je fonctionnais beaucoup en feuille de route, c'est-à-dire avec une vision à 3 ans, un objectif à l'année. Et concrètement, quand on veut avancer comme ça, tout ce qui sort de l'objectif, ben, en fait, souvent, on se dit, mais en fait, ça n'a pas d'importance, quoi. Ça n'a pas ou peu d'importance. Et finalement, avec la parentalité, ça peut, dans une certaine mesure, s'appliquer. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas si ma fille, euh, ma fille a envie de faire comment dire, on est attendu chez mes parents, par exemple, et puis ma fille, juste en partie, a envie de faire un pulse. Voilà. On va avoir 10 minutes de retard, 10-15 minutes de retard. On peut réagir avec empressement, avec stress, avec machin, mais on peut aussi se dire, c'est quoi l'enjeu d'arriver 10-15 minutes en retard chez mes parents? Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi? C'est mon image? C'est ça? C'est comment est-ce que je suis perçu? Je vais prendre une scène encore plus dramatique. On fait les courses dans le supermarché, et puis ma fille veut un jouet, ben, moi je dis non, parce que c'est pas le moment, enfin, on n'était pas là pour ça. Et donc, voilà, crise émotionnelle, il y a une émotion qui est là, elle la vit, et elle crie, elle crie, j'accompagne le truc du mieux que je peux, et voilà, les gens me regardent. Et en fait, la question, c'est quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu que des gens se disent potentiellement, mon Dieu, mais c'est quoi ce père qui ne sait pas se faire obéir? D'autres pourront peut-être se dire aussi, ah, mais c'est bien, il accompagne l'émotion de son enfant comme il peut. D'autres se diront, oh, le pauvre, quelle galère. Ah, moi, quand ça m'arrive, je sais pas où me mettre, hein. Et d'autres se diront, qu'est-ce qu'il a amené sa gamine dans le supermarché? Voilà. Les gens peuvent se dire plein de choses. Et en fait, à partir du moment où l'enjeu, si tu veux, pour moi, c'est une question de pouvoir pur, j'oublie. Et quand c'est une question d'enjeu d'ego pour moi, j'oublie aussi ça. Parce que encore une fois, mes objectifs sont précis, les objectifs de lien d'attachement sécure et de conscience de soi. Euh, ce que pense la dame ou le gars que je croise au supermarché, je m'en fous. Non, mais tu vois, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu, si tu veux. C'est tout. Enfin, et ça, en fait, quand tu l'appliques un peu tout le temps, ben, très sincèrement, maintenant que j'ai appliqué depuis plusieurs années, ben, on arrête de se prendre la tête pour tout et rien. Et ensuite, on arrive à trouver des stratégies
Parce que là, je parle de moments où c'est facile quand même, on n'a pas de timing, mais tu vois, quand tu as un rendez-vous médical, par exemple, à telle heure, on trouve des stratégies. On comprend, tu vois, ma fille, elle est allée chez l'allergologue la semaine dernière, on lui en a parlé la veille, on a expliqué ce qui allait se passer, pourquoi on allait y aller là-bas. On est parti avec beaucoup d'avance pour être sûr de ne pas être en retard. Et puis voilà, et comme on savait qu'il y avait un petit peu de verdure à côté, on a pris la chienne et on a fait une petite promenade de 10 minutes avant, tout en lui disant, dans 10 minutes, on va y aller, hein. Enfin voilà. Exactement. On On met en anticipe. place des stratégies. Alors attention, c'est pas une formule magique, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas quand même. Mais c'est le bonheur de la parentalité. Voilà, donc Justement, ça me fait penser à partager le fait que chez les peu premiers, là, ceux que j'ai rencontrés, ils disent tout le temps, l'enfant, c'est comme un cadeau, en fait, qu'on déballe chaque jour. En fait, c'est comme si on se levait chaque matin en se disant, mais comment est-ce qu'il va m'émerveiller aujourd'hui? Comment est-ce qu'il va, on anticipe, quoi. C'est quelque chose, moi, quand je suis allée là-bas, j'étais une maman épuisée de 3 enfants. Avec mes 3 enfants, j'étais en burn-out. Et chaque jour que je rencontrais quelqu'un, il me disait, alors, ils ont fait quoi de beau aujourd'hui? Et c'est cette ouverture émerveillée de l'enfant qui va nous amener dans des coins, des espaces qu'on n'imaginait pas. C'est ce que m'a vraiment, vraiment touchée. Et en fait, c'est un petit peu ça. Donc, il y a un jour, ça tout fonctionne bien, et puis l'autre jour, ça fonctionne moins bien. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça la vie? c'est toute la place qu'on veut donner à l'enfance ou pas dans la société. André Stern, à la fin de l'épisode 13 de mon podcast, le dit très clairement. Il dit, il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'on ne sera pas en paix avec l'enfance. Et je pense que là, il y a un vrai truc à creuser parce qu'on a toujours cette vision alors en France en tout cas, de l'adulte comme étant le but ultime de l'existence. Sauf que aujourd'hui, le système, que ce soit patriarcal et sa répercussion dans d'autres sous-systèmes, fait que quand on grandit, quand on devient adulte dans la société actuelle, on est juste un enfant qui a été privé de ses potentialités. Je pense de le comprendre et parce qu'on nous explique dès l'école, hein, que ce qu'on est, c'est pas suffisant ou que ce qu'on est, c'est pas assez bien. Gerald Hutter, un grand chercheur, un neurobiologiste allemand, le dit. La question, c'est pas de savoir si on a un talent ou pas. On a tous un talent, tous et toutes un talent, et il faut le cultiver. Le problème de la société, c'est qu'on a hiérarchisé les talents. Ça, c'est problématique. Euh, et pour le coup, en fait, t'as pas ce sujet-là enfin, j'imagine, moi je connais pas les peuples premiers, mais pour le coup, tu vois bien que la place de l'enfance, qui est centrale, ça ouvre plein de portes. Je suis pas en train de dire non plus, juste petit aparté, je suis pas en train de dire non plus qu'il faut se sacrifier pour son enfant. Voilà, Absolument. voilà. Au contraire, mais en fait, normalement, il n'y a même pas besoin de se sacrifier puisque il est venu, il a sa mission, il a ses talents, on l'accompagne joyeusement aussi parce qu'on se dit, voilà, il apporte quelque chose de nouveau, il y a c'est une sorte d'ouverture. Ce n'est pas je me ferme, je fais tout pour lui, c'est je suis ouverte. Et on dit tout le temps, donc l'enfant, il est au centre de la vie, il est au cœur de la vie sans en être le centre. Donc, c'est Mais un c'est ça. accompagnement en fait. Mais enfin, je valide totalement cette phrase. Merci beaucoup pour ces échanges, vraiment. Merci à toi. Comment est-ce que tu fais ta part de colibri, toi, dans ce monde qui va émerger, enfin, toi, que nous souhaitons qu'il émerge? Je pense que là-dessus, je pense que la citation de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, elle est juste pertinente parce que c'est pas une injonction. Justement, c'est juste à un moment, arrêtons de nous mettre. Là, je vais être un peu critique, mais arrêtons de nous mettre derrière nos écrans de télé ou nos réseaux sociaux et de dire ah mais ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Et quand ça se passe devant nous, de ne rien dire. Arrêtons de laisser tonton Roger au repas de Noël raconter que les Arabes piquent le boulot des Français, que finalement sa femme elle a bien fait chier, elle va avoir ses règles ou qu'elle est hystérique. Arrêtons, tu vois, ces trucs tout bêtes, arrêtons les mecs de ne pas nous lever quand par automatisme, souvent dans les repas de famille, les femmes se lèvent pour débarrasser la table. Voilà, arrêtons de ne pas nous lever. Levons-nous
levons-nous, montrons qu'on est là aussi et que voilà. Donc ça peut être, en fait, il y a plein de gens qui disent c'est compliqué, c'est chacun à sa mesure et petit à petit on avance. Donc moi, ma part du colibri, ça a été déjà comprendre ça. Ce que j'ai compris, il y a un grand truc que j'ai compris sur le féminisme, en tout cas sur mon rapport au féminisme, c'est que mon job à moi, c'est pas d'être féministe. Je me revendique pas comme féministe. C'est pas non plus d'être un allié. Ça, il y a des trucs, voilà. Je n'ai pas non plus l'étiquette d'allié. Ce que j'ai compris, c'est que les valeurs du féminisme qui m'intéressent, c'est pas à moi d'aller investir le mouvement féministe, mais c'est à moi de rester dans ma sphère et d'amener les valeurs féministes dans ma sphère. Ça, c'est le changement. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc les gars, encore une fois, le sujet, c'est pas nous. Donc on n'a pas à investir un mouvement. L'idée, c'est de prendre ce qu'on peut en sortir et d'amener tout en comprenant qu'on n'a pas non plus à être le parfait petit soldat. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est juste peut-être comprendre que, tu vois, par exemple, moi, je sais que dans mon travail, ça a été de ne plus accepter qu'on appelle, qu'on donne des surnoms aux salariés, aux stagiaires, notamment surtout les femmes. Voilà, la petite blonde, non, la petite blonde, elle a un prénom, donc tu l'appelles par son prénom. Non, mais tu vois, c'est, c'est, ça Ces peut se passer milliers de comme ça. petites actions quotidiennes. Exactement. Et en famille aussi beaucoup. Hein. En famille, ça joue beaucoup aussi. Ça a été ça. Ça passe aussi par le fait de gentiment expliquer que ben, oui, bien sûr, papy, enfin papa, je parle de mon père par exemple, tu vois. Oui, bien sûr, papa, tu peux faire un bisou à Sarah. On va lui demander avant. Tout C'est tout. simplement. C'est tout. Il y a pas de, on n'interdit rien. C'est juste que on met juste le respect là où il doit être. Donc voilà, c'est assez important. Et là, le message que je veux passer aussi aux parents qui veulent évoluer, notamment sur le sujet des violences dites éducatives ordinaires, je veux juste qu'il y ait une chose qui soit très claire, c'est qu'on fait aussi chacun et chacune avec nos ressources. Parce que je vois des messages, enfin j'ai vu des messages très extrêmes passer. On part d'une société où à peu près 85% des enfants sont violentés chaque jour. Donc je parle que ce soit des violences physiques ou psychologiques, sont violentés chaque jour. Donc soyons un petit peu, là aussi faisons preuve d'humilité. La loi date de 2019. Si déjà on arrivait à ce que les violences physiques disparaissent assez rapidement, ça serait déjà un énorme pas en avant. Énorme. Oui. Donc voilà, donc les histoires de couper les ongles pendant le sommeil ou pas, machin ou truc, enfin voilà, on n'en est pas là. Je ne sais pas si on ira un jour, mais on n'en est pas là. Donc voilà, et aussi accepter que, ben, et là c'est le thérapeute qui parle, mais aussi accepter le fait que quand on a un enfant, on se prend sa propre enfance dans la gueule. Je n'ai pas d'autre moyen de le dire. Oh oui. Et il y a des choses qui se passent en nous qu'on ne contrôle pas forcément et on peut avoir besoin d'aide. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il y a des communautés qui peuvent se créer là-dessus. Donc voilà. Absolument. Ce point est très, très important parce qu'évidemment, plus on a subi des violences, hein, même les plus douces, moi je parle beaucoup des violences douces parce que les violences physiques sont visibles et en général, enfin, il y a beaucoup de personnes, c'est plus facile de travailler dessus, mais il y a toutes ces violences douces quotidiennes, hein, quand on en a subi beaucoup. C'est Oui, plus insidieux, ouais. c'est plus insidieux. Et parfois, on n'en a même pas conscience. Ou alors, quand on en a conscience, à un moment donné, on prend conscience. Et puis, on se dit, mais je fais quoi? Et là, on peut se faire accompagner pour ça et se renseigner, écouter des podcasts, lire. Ça aide beaucoup. Et se faire accompagner par un spécialiste aussi, ça peut vraiment aider quand on a des automatismes qui sont bien ancrés. Cédric, merci pour cet échange. Merci à toi, Nadège. Est-ce que tu as un mot de la fin pour surtout les papas, puisqu'on a parlé de paternité, un mot de la fin? Pour les papas, si je devais poster un message comme ça aux papas ou aux gens qui veulent être papas en 2021, c'est n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de la vulnérabilité, n'ayez pas peur de ressentir. C'est pas un parcours qui est facile tous les jours, mais en tout cas, clairement, vous en sortirez grandi en tant qu'humain pour vous-même et pour les gens que vous aimez. Merci Cédric. Merci à toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager.
abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.